Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin. Près de 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes des 11 000 bureaux de vote pour élire leur président au suffrage universel. Au Burundi, les ennemis d'hier souhaitent barrer la route au SNDD-FDD, actuel parti au pouvoir. Le FNL, le Parti des Forces Nationales de Libération, et l'UPRONA, l'Union pour le Progrès National, s'engagent à présenter un candidat unique à la prochaine échéance électorale. En Mauritanie, l'opposition fustige le régime en place. Les orientations politiques du gouvernement seraient, selon elle, néfastes pour le pays. La Tunisie organise ce dimanche l'élection présidentielle. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes un mois après la tenue d'élections législatives remportées par le parti Nida Tounes. 22 des 27 candidats annoncés sont en liste, 5 ayant préféré se désister. Le vainqueur sera appelé à présider la Tunisie pendant 5 ans. L'instance supérieure indépendante pour les élections devra annoncer au plus tard le 26 novembre les résultats. Des résultats qui seront libres et transparents, comme nous l'explique Shafik Sarsar, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Nous avons en plus 27 000 observateurs accrédités et 65 000 représentants de candidats. Donc je pense qu'avec l'information et notre contrôle sur nos agents, et en plus avec les observateurs et les représentants des candidats, on pense que là nous avons un système qui peut garantir réellement la neutralité des bureaux de vote. Annonce sans précédent dans l'histoire politique du Burundi. L'UPRONA, l'Union pour le Progrès National, qui a dirigé le pays pendant 30 ans, forme une nouvelle plateforme politique avec son adversaire historique, le FNL, les Forces Nationales de Libération, la première rébellion à avoir pris les armes dans les années 80. Les explications de Graziella Diakouté. C'est un fait sans précédent dans l'histoire du Burundi. Autrefois ennemis, les leaders des ailes majoritaires du principal parti Tutsi, l'UPRONA, et des ex-rebelles Hutus du FLN se sont engagés à travailler ensemble. Une nouvelle coalition politique pourrait donc bientôt voir le jour. Les deux partis sont optimistes et les pourparlers vont bon train. Je dois dire que la déclaration, à ma connaissance, n'est pas encore signée. Mais il y a des pourparlers, non pas uniquement avec le FNL, mais avec d'autres partis. Pour l'UPRONA de Charles Nditije et les FLN d'Egoton Rwasa, cette coalition est la preuve que la donne politique a changé au Burundi. Elle n'est plus ethnique, mais désormais politique. L'objectif commun des partis est de faire barrage aux partis au pouvoir, les forces de défense de la démocratie, le CNDD-FDD, lors des prochaines échéances électorales. L'histoire évolue et les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les enjeux d'hier. Entre-temps, il y a la gouvernance de ce pays qui est dans une certaine mesure catastrophique et cela pousse à rechercher un avenir meilleur pour notre pays. Et cela, l'ensemble des partis se retrouvent autour de cette objectif. Pour mener à bien leur offensive politique, le FLN et le PRONA se sont engagés à mettre rapidement en place une même plateforme politique, d'abord en présentant un programme et des listes communes aux élections communales et législatives, mais aussi un candidat unique à la présidentielle de 2015. Mais pour l'heure, rien de tout cela n'a été concrétisé. Au Burkina Faso, désigné président de la transition le 17 novembre dernier, Michel Kafando s'attelle à la reconstruction du pays. De nombreux défis sont à l'ordre du jour, notamment la préparation des scrutins de 2015 ou encore l'ouverture de dossiers judiciaires. Aminata Diak. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Suite à son investiture ce vendredi 21 novembre, les défis qui l'attendent sont nombreux, notamment celui d'assurer la continuité de l'État après la révolution et ériger un système de bonne gouvernance. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat
seront essentiellement centrés sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Le nouveau président s'est également engagé à promouvoir la justice sociale et l'équité afin de favoriser la cohésion nationale. Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et milité pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. Lors de son discours d'investiture, Michel Kafando a aussi pris d'autres engagements qui répondent aux attentes de la population après la Révolution. Il a promis que des investigations seront menées pour identifier le corps du président Thomas Sankara et que le monument aux héros nationaux sera rebaptisé Panthéon des martyrs de la Révolution en hommage aux personnes décédées lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. Quel état des lieux de la vie politique mauritanienne pour Ely Ould Mohamed Vall, l'ancien président de la transition de 2005 à 2007 ? La réponse est peu reluisante. Selon lui, depuis plus de 7 ans, la Mauritanie est confrontée à un blocage politique. Les explications d'Aminata Diak. Entre 2005 et 2007, Ely Ould Mohamed Vall avait mené la transition en Mauritanie après avoir renversé le régime du président Maouya Ould Taya, une transition qui avait permis la tenue des élections en mars 2007. Depuis, la Mauritanie a connu un autre coup d'État mené en août 2008 par l'actuel président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Aujourd'hui, l'ex-chef de la transition porte un regard critique sur les orientations politiques du gouvernement. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est un drame parce que tout simplement, après une transition de 2005 et 2007 qui a unifié tous les Mauritaniens et qui était une transition totalement inclusive de toute la classe politique et qui a su réunir tous les Mauritaniens autour d'un vrai projet politique. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé en 2008 et ce qui est arrivé en 2008, croyez-moi, c'est un vrai drame parce qu'il a détruit tout ce que nous avons fait et je pense aujourd'hui qu'il est en train véritablement aussi de détruire notre pays. Le dialogue politique en Mauritanie est actuellement dans l'impasse. L'opposition s'est radicalisée en boycottant les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Pour l'ancien président, seule une concertation avec les autorités pourrait apaiser les tensions au sein de la classe politique. Il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut d'abord faire cesser cette rébellion et ses conséquences. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, si on est raisonnable, si on est intelligent, si on veut l'intérêt de notre pays, on doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution et avoir les discussions nécessaires sur les problèmes de notre pays et l'avenir de notre pays et sur un vrai projet de société pour notre pays, comme on a fait en 2005 et 2007, une solution consensuelle entre toute la classe politique. Le contexte sociopolitique n'est pas totalement apaisé en Mauritanie. De nombreux observateurs estiment qu'il faut aujourd'hui un profond changement dans la manière de diriger le pays pour sortir de la crise politique. D'autres, au contraire, reprochent à l'opposition de se refuser à tout dialogue avec le pouvoir. L'actualité, c'est également la numérotation téléphonique du Cameroun qui est passée de 8 à 9 chiffres depuis le 21 novembre pour Orange, MTN et l'opérateur historique Camtel. Il faut désormais ajouter le préfixe 6 devant les numéros. Camtel lui a indiqué qu'il faudra remplacer le 22 et le 33 pour le 243 pour tout appel sur son réseau. Le processus doit résoudre le problème d'épuisement de la tranche de numérotation à 8 chiffres. Abidjan a célébré ce samedi 22 novembre la 9e édition de l'Afrique Fashion Show. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal ou encore du Burkina Faso ont présenté leurs créations. Et parmi eux, la styliste ivoirienne Céline Kobi qui met le pagne au cœur de sa collection. Notre envoyé spécial Hortense Assaga l'a rencontrée en Côte d'Ivoire. Mon invitée ici dans les coulisses de la 9e édition de l'Afrique Fashion Show s'appelle Céline Kobi. Elle est créatrice, vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un événement comme celui-ci ? C'est un plaisir et puis c'est surtout une vitrine pour moi. Ça nous permet de montrer le talent que nous avons,
de mettre en valeur les pagnes que nous avons chez nous. Moi, cette année, j'ai décidé de présenter des pagnes baoulés, qui sont des pagnes tissées de chez nous. Je trouve qu'ils sont très beaux et je trouve qu'il faut les valoriser. Il faut faire en sorte qu'on puisse les porter facilement. Mon objectif, c'est vraiment de le vulgariser. Comment êtes-vous venu justement à la mode, à ce constat que vous avez besoin de valoriser vos pagnes, les pagnes faits en Afrique? En fait, je suis venue à la mode. Il faut savoir déjà que c'est une affaire d'enfance. Depuis mon enfance, je m'intéressais beaucoup aux poupées. J'aimais habiller les poupées Barbie. Et quand j'allais à l'école, je passais plus de temps à dessiner qu'à travailler. Donc c'est comme ça que mon père m'a orienté vers la couture. En fait, au début, c'était juste, je ne voulais même pas partir, mais je me suis dit, bon, j'y vais par respect pour mon père. Mais aujourd'hui, je suis à fond dedans et je me sens vraiment bien. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Beaucoup de chance et puis beaucoup de persévérance parce que c'est pas facile, mais on s'accroche. Écoutez, merci. On vous laisse aller éblouir le public à l'occasion de cette 9e édition de l'Afrique Fashion Show. Et puis bonne suite, bon vent et plein d'éblouissements. Merci madame. C'était Céline Kobi, créatrice originaire de la Côte d'Ivoire. Et c'était mon invitée ici à l'occasion de la 9e édition de l'Afrique Fashion Show à Abidjan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.